Chapitre 7. Mon sommeil est agité, plein de rêves troublants. Je revois le visage de la rousse, mêlé à des images macabres d'éditions antérieures des jeux. Je vois ma mère repliée sur elle-même, inaccessible, éprime, émaciée, terrifiée. Je me réveille en hurlant à mon père de s'enfuir, alors que la mine explose en 1000 fragments lumineux. L'aube pointe derrière la baie vitrée. La brume donne au Capitole une allure fantomatique. J'ai mal à la tête et j'ai dû me mordre la joue pendant la nuit. En touchant la plaie du bout de la langue, je sens un goût de sang. Laborieusement, je m'extirpe du lit et je me traîne sous la douche. Je pousse plusieurs boutons au hasard sur le panneau de contrôle. Je me retrouve à sautiller d'un pied sur l'autre sous les assauts de jets tour à tour glacés et brûlants. Après quoi, je suis noyée sous une mousse citronnée dont je dois me débarrasser à la brosse dure. Bah, au moins, ça fait circuler le sang. Une fois séchée et enduite de lotion, je trouve une tenue préparée à mon intention devant l'armoire. Un pantalon noir moulant, une tunique bordeaux à manches longues et des chaussures en cuir. Je rassemble mes cheveux en une longue natte dans le dos. C'est la première fois depuis le matin de la moisson que j'ai l'air naturel. Sans coiffure compliquée, sans costume, sans cape enflammée. Je me retrouve enfin, comme si je partais chasser dans les bois. Ça me détend. Et Mitch ne nous a pas indiqué d'heure pour le petit déjeuner et personne n'est encore venu frapper à ma porte, mais j'ai faim. Je prends donc la direction de la salle à manger en espérant y trouver ce qu'il faut. Je ne suis pas déçue. La table est vide, mais une bonne vingtaine de plats m'attendent sur un buffet le long du mur. Un jeune homme muet se tient à mes côtés, au garde à vous. Je lui demande si je peux me servir et il fait oui de la tête. Je remplis mon assiette d'œufs, de saucisses, de cakes glacés à la confiture d'orange et de tranches de pastèque. Tout en m'empiffrant, je regarde le soleil se lever sur le Capitole. Ensuite, j'engloutis une assiette de céréales noyée dans un ragoût de bœuf. Et enfin, je retourne chercher des petits pains que je brise et que je trempe dans le chocolat chaud, comme Pita me l'a montré dans le train. Mes pensées s'égarent en direction de ma mère et de Prime. Elles doivent être levées à 7 heures. Ma mère prépare sans doute la bouillie du petit déjeuner. Prime doit traire sa chèvre avant de partir à l'école. Il y a 2 jours à peine, je me réveillais encore chez moi. 2 jours? Et oui. Maintenant la maison me paraît vide, même à distance. Qu'ont-elles dit, hier soir, de mon entrée flamboyante dans les jeux? Cela leur a-t-elle donné de l'espoir? Ou bien la réalité des 24 tribus à la parade a-t-elle renforcé leur appréhension, sachant qu'un seul en sortirait vivant? Mitch et Pita arrivent, me saluent et vont se servir. Je suis agacée de constater que Pita porte exactement le même ensemble que le mien. Il faudra que j'en touche 2 mots à Sina. Ce numéro de jumeaux va nous exploser en pleine figure après le début des jeux. Et il le sait forcément. Je me souviens alors du conseil d'Emitch, qui nous a dit d'accepter sans discussion les décisions des stylistes. Si ce n'était pas Sina, je serais tentée de protester. Mais, après notre triomphe de la veille, il serait malvenu de critiquer ses choix. L'entraînement me rend nerveuse. Il va durer 3 jours, au cours desquels tous les tribus s'entraîneront ensemble. Le dernier après-midi, chacun aura l'occasion de démontrer son savoir-faire en privé devant les juges. Cette idée d'une rencontre avec les autres tribus me noue l'estomac. Je tourne et retourne entre mes mains le petit pain que je viens de prendre dans le panier. Mais j'ai perdu l'appétit. Après s'être resservi plusieurs fois de ragoût,
et Mitch repousse son assiette avec un soupir. Il sort une flasque de sa poche, s'offre une longue rasade, puis pose les 2 coudes sur la table. Bon, passons aux choses sérieuses. L'entraînement. Bonne nuit, Comète. Pour commencer, il faut savoir que je peux vous conseiller séparément. C'est à vous de choisir. Quel serait l'intérêt, je demande. L'un de vous pourrait avoir un talent secret qu'il souhaite cacher à l'autre, répond Mitch. J'échange un regard avec Pita. Je n'ai aucun talent secret, déclare-t-il, et je connais déjà le tien, pas vrai ? Je veux dire, j'ai suffisamment profité de tes écureuils. Je n'avais jamais imaginé que Pita puisse manger les écureuils que j'abattais. J'avais toujours cru que le boulanger les faisait rôtir pour lui tout seul et les dégustait dans son coin. Non pas par avarice, mais parce que les familles de la ville mangent généralement de la viande qu'elles s'achètent chez le boucher, du bœuf, du poulet ou du cheval. Vous n'avez qu'à nous conseiller ensemble, dis-je à Mitch. Pita acquiesce. Très bien, donnez-moi une idée de ce que vous savez faire, nous suggère notre mentor. Je ne sais pas faire grand-chose, répond Pita. Savoir pétrir le pain, ça compte ? J'ai bien peur que non. Katniss, tu m'as déjà montré que tu savais jouer du couteau. Pas vraiment. Par contre, je sais chasser, dis-je, avec un arc et des flèches. Et tu es bonne ? s'enquiert Mitch. Je réfléchis à la question. Je nourris ma famille depuis 4 ans, ce qui n'est pas rien. Je ne suis pas aussi bonne que l'était mon père, mais il avait plus d'expérience. Je suis meilleure tireuse que Gale, mais là, c'est moi qui ai plus d'expérience. Lui, c'est surtout un génie des pièges et des collets. Je me débrouille, dis-je. Elle est excellente, intervient Pita. Mon père lui achète ses écureuils. Il s'extasie toujours sur leur fourrure intacte. Elle les atteint en plein dans l'œil. Même chose pour les lapins qu'elle revend au boucher. Elle est même capable d'abattre un daim. Je suis vraiment surprise par cet éloge venant de Pita. D'abord qu'il ait remarqué, ensuite qu'il me mette en valeur ainsi. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je lui demande d'un ton soupçonneux. Qu'est-ce que tu fabriques, toi ? Rétorque Pita. Si tu veux qu'il puisse t'aider, et Mitch doit savoir de quoi tu es capable. Ne te sous-estime pas. J'ignore pourquoi, mais cette réponse m'agace. Et toi alors ? dis-je sèchement. Je t'ai vu au marché. Tu peux soulever des sacs de farine de 50 kilos. Ce n'est pas rien. Oui, je suis sûre que la reine sera pleine de sacs de farine que je pourrais jeter à la tête des autres. Ce n'est pas comme si je savais me servir d'une arme. Tu sais très bien que c'est différent. C'est un bon lutteur, expliquai-je à Mitch. Il est sorti 2e de la compétition de l'école l'année dernière, juste derrière son frère. Et alors, combien de fois as-tu vu un concurrent éliminer un autre à main nue ? demande Pita avec dégoût. Il y a toujours du corps à corps. Il te suffit de mettre la main sur un couteau et alors tu auras une chance. Tandis que si on me tombe dessus, je suis morte. J'entends ma voix grimper d'une octave sous le coup de la colère. Sauf que on ne te verra même pas. Tu seras caché dans un arbre à manger des écureuils crus et à abattre tes concurrents avec des flèches. Tu sais ce que ma mère a dit quand elle m'a fait ses adieux, comme pour me remonter le moral ? Que le district 12 aurait peut-être enfin un vainqueur. Et j'ai réalisé que ce n'était pas de moi qu'elle parlait, mais de toi, explose Pita. Oh, mais non, je suis sûre qu'elle parlait de toi, je réponds avec un petit geste de la main. Elle a dit, c'est une survivante, celle-là. Celle-là, insiste Pita. J'en reste muette. Sa mère avait-elle vraiment dit ça sur moi ? Me donne-t-elle plus de chance qu'à son fils ? Je lis la souffrance dans les yeux de Pita, et je sais qu'il ne ment pas. Je me revois soudain derrière la boulangerie. Je sens la pluie glaciale qui me coule dans le dos.
la faim qui me tenaille le ventre. J'ai de nouveau 11 ans et je dis d'une petite voix. Seulement parce qu'on m'a aidé. Pita baisse les yeux sur le petit pain que je tiens à la main. Et je sais qu'il se souvient de ce jour-là lui aussi. Mais il se contente de hausser les épaules. On t'aidera aussi dans l'arène. Les gens se battront pour te sponsoriser. Pas plus que pour toi, dis-je. Pita lève les yeux au ciel puis se tourne vers Emiche. Elle ne se rend pas compte de l'effet qu'elle peut produire. Il griffe la table du bout des ongles en évitant mon regard. Mais de quoi diable parle-t-il ? Les gens se bousculeraient pour m'aider ? Personne ne m'a aidé quand nous étions en train de mourir de faim. Personne sauf Pita. Les choses ont changé lorsque j'ai eu quelque chose à négocier. Je suis coriace en affaires. Mais le suis-je vraiment ? Quelle impression puis-je donner aux autres ? Celle d'une pauvre fille dans le besoin ? Est-il en train de suggérer qu'on m'achèterait mes prises à un bon prix parce qu'on avait pitié de moi ? J'essaie de me poser sincèrement la question. Serait-ce vrai ? Il a pu arriver que certains marchands se montrent généreux, mais j'ai toujours attribué ça à la relation de longue date avec mon père. Et puis, je ne leur apporterai que du premier choix. Personne n'a eu pitié de moi. Je jette un regard noir sur le pain. Je suis persuadée que Pita a voulu m'insulter. Au bout d'un long moment, Emiche rompt le silence. Bon, je vois. D'accord. Katniss, il n'y a aucune garantie qu'on vous fournisse des arcs et des flèches dans l'arène. Oh non. Mais au cours de ta séance privée devant les juges, montre-leur ce que tu sais faire. En attendant, ne t'approche même pas d'un arc. Es-tu doué avec les pièges ? Il vous arrive quoi dans le chat ? Je sais tendre quelques collets, dis-je en marmonnant. Ça pourrait être utile pour te nourrir, continuait Mitch. Et Pita, elle a raison. Ne sous-estime pas l'intérêt de la force dans l'arène. Très souvent, c'est la puissance physique qui fait la différence. Vous aurez des poids au centre d'entraînement, mais ne faites pas voir aux autres tribus combien tu peux soulever. Le plan est le même pour les deux. Participez à l'entraînement de groupe. Profitez-en pour apprendre quelque chose de nouveau pour vous. Lancer un javelot, manier une massue, faire des nœuds. Gardez la démonstration de vos talents pour votre séance privée. C'est bien compris. Pita et moi hochons la tête. Une dernière chose. En public, je veux que vous restiez en permanence l'un avec l'autre, dit Emiche. Nous commençons à protester tous les deux, mais Emiche fait claquer sa main sur la table. En permanence, on ne discute pas. Vous avez accepté de faire ce que je vous dirai. Vous resterez ensemble, vous vous montrerez gentils l'un avec l'autre, et maintenant dehors. Effie vous prendra devant l'ascenseur à 10h pour l'entraînement. Je me mords la lèvre. Je regagne ma chambre à grands pas et je m'assure que Pita m'entend claquer la porte. Je m'assois sur le lit. Je déteste Emiche. Je déteste Pita. Je me déteste pour avoir mentionné ce fameux jour, il y a si longtemps, sous la pluie. Dehors, elle a dit. Qu'attendez-vous ? Ça va, Suze ? Bon, ça va. Ils ont pas encore trop flou. Regardez, choupette. Voilà, ça va détendre tout le monde. Ça va très bien, Suze, et toi ? Quelle blague que Pita et moi fassions semblant d'être des amis. Qu'on souligne les qualités l'un de l'autre. Qu'on insiste pour le mettre en valeur. Parce qu'en fait,
tôt ou tard, il faudra bien tomber le masque et reconnaître que nous sommes des ennemis mortels. Ce que j'étais prête à faire sur le champ, sans cette stupide consigne des Mitch, qui nous oblige à rester toujours ensemble à l'entraînement. C'est ma faute, je suppose. Je n'aurais pas dû lui dire de nous conseiller en même temps. Mais ça ne signifiait pas que je voulais tout faire en compagnie de Pita, lequel d'ailleurs ne montre pas plus d'enthousiasme que moi à cette idée. Salut Simon, comment tu vas? Moi ça va très très bien. Je caresse mon chat. Elle est pas trop gnonne. J'entends encore Pita dans ma tête. Elle ne se rend pas compte de l'effet qu'elle peut produire. À l'évidence, il a dit ça pour me rabaisser, non? Pourtant, au fond de moi, une petite voix se demande s'il ne s'agirait pas d'un compliment. Une manière de laisser entendre que je ne manque pas de charme. C'est drôle de voir tout ce qu'il a retenu à mon sujet. Mes prouesses à la chasse, par exemple. Et apparemment, j'ai fait plus attention à lui que je ne le croyais. La farine, la lutte, je n'ai jamais oublié ce garçon des pins. Il est bientôt 10h. Je me brosse les dents et je me plaque les cheveux en arrière. La colère m'a fait oublier un moment la rencontre avec les autres tribus. Mais maintenant, je sens mon appréhension revenir. En rejoignant Effie et Pita dans l'ascenseur, je me surprends à ronger les ongles. J'arrête aussitôt. Les salles d'entraînement sont situées dans les sous-sols de notre immeuble. Avec ces ascenseurs, la descente dure moins d'1 minute. Les portes s'ouvrent sur un immense gymnase rempli d'armes et de parcours d'obstacles. Bien qu'il ne soit pas encore 10h, nous sommes les derniers. Les autres tribus sont déjà réunies en cercle, tendues. Chacun porte, épinglé à sa chemise, un carré de tissu avec le numéro de son district. Pendant qu'on m'accroche un grand 12 sur le dos, j'effectue un rapide tour d'horizon. Pita et moi sommes les seuls à être habillés de la même façon. Dès que nous avons rejoint le cercle, l'entraîneur en chef, une grande femme athlétique qui se présente sous le nom d'Atala, vient nous expliquer le programme. Des experts vont animer divers ateliers. Nous sommes libres de passer d'un atelier à l'autre selon les instructions de nos mentors. Certains experts enseignent la survie, d'autres des techniques de combat. Les exercices offensifs avec un autre tribu sont strictement interdits. Au cas où nous aurions besoin de nous entraîner avec un partenaire, des assistants sont à notre disposition. Alors qu'Atala énumère la liste des ateliers proposés, je ne peux m'empêcher de regarder furtivement les autres tribus. C'est la première fois que nous sommes réunis comme ça, vêtus simplement. Mon cœur se serre. Quasiment tous les garçons et plus de la moitié des filles sont plus costauds que moi, même si bon nombre d'entre eux n'ont jamais mangé à leur faim. Ça se voit à leur physique, à leur peau, à leurs yeux creusés. Je suis peut-être petite, mais l'ingéniosité familiale me donne un avantage. Je me tiens droite et, même si je ne suis pas épaisse, j'ai de la force. La viande et les plantes que je rapporte des bois, ainsi que l'exercice physique que cela suppose, m'ont donné un corps plus sain que la plupart de ceux que je vois autour de moi. Salut Riyad, comment tu vas? À l'exception, bien sûr, des enfants des districts les plus aisés, les volontaires, bien nourris et qui s'entraînent depuis leur naissance. C'est généralement le cas des tribus 1, 2 et du 4.
En principe, entraîner un tribut avant son arrivée au Capitole est contraire à la règle, mais ça se produit chaque année. Oui, ça va, merci Riyad. Au district 12, nous les appelons les tribus carrières, ou simplement les carrières. Le vainqueur est le plus souvent l'un d'entre eux. La maigre avance que je pouvais avoir en arrivant au centre d'entraînement, mon entrée flamboyante de la veille au soir, semble s'évaporer en présence de la concurrence. Les autres tribus étaient jaloux, mais pas de nous, de nos stylistes. Aujourd'hui, je ne lis que du mépris dans les regards des tribus de carrière. Chacun d'eux fait bien 25 à 50 kilos de plus que moi. Ils débordent d'arrogance et de brutalité. Dès qu'Atala nous libère, ils se dirigent droit vers les armes les plus effrayantes du gymnase, qu'ils manient avec aisance. Je suis en train de me dire que j'ai de la chance de savoir courir vite quand Pita me touche le bras. Je sursaute. Il est resté à côté de moi, comme Mitch nous l'a demandé. Son expression est neutre. Par où tu veux commencer ? Je regarde les tribus de carrière qui se pavanent, tâchant clairement de nous intimider. Puis les autres, les mal nourris, les maladroits, qui suivent en tremblant leur première leçon avec un couteau et une hache. Et si on allait nouer quelques nœuds ? Je suggère. Ça marche, répond Pita. Nous nous approchons d'un atelier désert où l'instructeur paraît ravi d'avoir des élèves. On sent que le cours de nœuds n'est pas un incontournable des Hunger Games. Quand il réalise que je possède quelques notions en matière de collet, l'instructeur nous montre un piège tout simple, mais excellent, qui peut laisser un concurrent humain accroché par le pied au bout d'une branche. Nous nous concentrons là-dessus pendant 1 heure, jusqu'à ce que nous ayons tous les deux maîtrisé la technique. Puis nous passons au camouflage. Pita semble apprécier vraiment cet atelier. Barbouiller sa peau pâle de boue, d'argile et de baies écrasées. Se couvrir de feuilles et de plantes grimpantes. L'instructeur manifeste son enthousiasme devant le travail de Pita. C'est moi qui m'occupe des gâteaux, m'avoue Pita. Les gâteaux ? J'étais en train de regarder le garçon du district 2 planter un javelot dans le cœur d'un mannequin à 15 mètres de distance. Quel gâteau ? Chez nous, à la boulangerie, je fais le glaçage. Il veut parler de ceux qu'ils exposent en vitrine. Les gâteaux fantaisie ornés de fleurs et d'autres jolies décorations en sucre, destinés aux anniversaires ou au Nouvel An. Chaque fois que nous passions sur la place, Prime insistait pour aller les admirer, même si nous n'avions jamais pu nous en offrir un. Il y a si peu de belles choses dans le district 12 que je n'avais pas le cœur à lui refuser ce plaisir. J'examine d'un œil plus attentif les motifs sur le bras de Pita. L'alternance des teints clairs et foncés rappelle le rai des soleils tamisés par le feuillage. Je me demande où il a pu voir ça, car je doute qu'il ait jamais franchi le grillage. Serait-ce uniquement en observant ce vieux pommier rabougri derrière chez lui ? Je ne sais pourquoi, mais tout ça, son habileté, ses gâteaux inaccessibles, les louanges de l'expert en camouflage, commence à me porter sur les nerfs. Très joli. Dommage qu'on ne puisse pas glacer son adversaire à mort, dis-je. Ne prends pas cet air supérieur. On ne sait jamais ce qu'on risque de découvrir une fois dans l'arène. Suppose qu'on tombe sur un gâteau géant, réplique Pita. Suppose qu'on passe à autre chose. 3 jours s'écoulent ainsi, durant lesquels Pita et moi allons d'un atelier à l'autre sans faire de vagues. Nous apprenons 2 ou 3 petites choses utiles, comme faire du feu, lancer le couteau, construire un abri. En dépit des recommandations des Mitch, Pita brille au combat au corps à corps
et je passe l'épreuve des plantes comestibles sans même un battement de cils. Nous restons loin des arcs et des pois, cependant. Nous gardons cela en réserve pour nos séances privées. J'avale de travers. Les juges font leur apparition dès le premier jour. Une vingtaine d'hommes et de femmes aux robes violettes. Ils prennent place dans les gradins, s'approchent parfois pour mieux suivre certains exercices, griffonnent quelques notes ou bien se remplissent la panse devant l'énorme buffet préparé à leur intention, sans plus s'intéresser à nous. Ils semblent néanmoins garder un œil sur les tribus du district 12. Plusieurs fois, je surprends des regards fixés sur moi. Ils s'entretiennent également avec nos instructeurs pendant nos repas. Nous les trouvons toujours occupés à discuter à notre retour. Le petit déjeuner et le dîner sont servis dans les étages, mais le déjeuner se prend en commun, dans une grande salle à côté du gymnase. La nourriture est disposée sur des chariots et chacun se sert tout seul. Les tribus de carrière ont tendance à s'installer bruyamment à une même table. C'est une manière d'afficher leur supériorité, de proclamer qu'ils n'ont pas peur les uns des autres et le reste d'entre nous est indigne de leur intention. La plupart des autres s'installent dans leur coin, comme des moutons égarés. Personne ne nous adresse la parole. Pita et moi mangeons ensemble et, sur l'insistance des Mitch, nous nous appliquons à bavarder aimablement pendant le repas. Trouver un sujet de conversation n'est pas facile. Parler de chez nous est douloureux. Aborder le présent est insoutenable. Pita renverse la corbeille de pain pour me montrer qu'on a pris la précaution d'y inclure des pains de tous les districts, en plus du pain blanc du Capitole. Le pain vert aux algues, en forme de poisson du district 4, le pain en croissant, constellé de sésame, du district 11. Ils ont beau avoir la même composition, ils ont tous l'air beaucoup plus appétissants que les biscuits indigestes auxquels nous sommes habitués chez nous. Et voilà, conclut Pita en ramassant les pains pour les remettre dans la corbeille. Tu en sais des choses. Seulement sur le pain, regrette-t-il. Allez, ris comme si je venais de dire quelque chose de drôle. Nous nous esclaffons tous les deux de manière à peu près crédible, sans prêter attention au regard noir qu'on nous lance à travers la salle. Très bien, je continue à sourire comme un idiot et toi tu parles, dit Pita. Ça nous épuise tous les deux de jouer la comédie de l'amitié, comme l'a demandé Mitch. Parce que depuis que j'ai claqué ma porte, un froid s'est installé entre nous. Nous nous y tenons néanmoins. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai été pourchassée par un ours brun à qui j'avais volé du miel ? Non, répond Pita, mais ça m'a l'air fascinant. Je m'efforce de prendre un air enjoué en me rappelant cette histoire authentique. Pita éclate de rire, pose des questions. Il est bien meilleur que moi à ce jeu-là. Le deuxième jour, alors que nous nous essayons au lancer de javelot, il me chuchote. J'ai l'impression qu'on nous suit. Je lance mon javelot. Pas trop mal d'ailleurs, tant que la distance n'est pas trop grande. Et je me retourne. J'aperçois la fillette du district 11 à quelques pas, qui nous observe. C'est celle qui a 12 ans et qui me faisait penser à Prime. De près, on lui en donnerait à peine 10. Elle a de grands yeux noirs, une peau sombre et satinée, et elle se tient sur la pointe des pieds, les bras légèrement écartés, comme si elle se préparait à prendre son envol au moindre bruit. Impossible de ne pas penser à un oiseau.
Je ramasse un autre javelot pendant que Pita lance le sien. Je crois qu'elle s'appelle Roux, me glisse-t-il à voix basse. Je me mords la lèvre. La roux est une plante à fleurs jaunes qui pousse dans le pré. Roux, primrose, aucun des deux ne dépasse les 30 kilos. Que veux-tu qu'on y fasse ? Je demande avec plus de haine que je n'aurais voulu. Rien du tout, riposte-t-il. C'était juste histoire de causer. Sachant qu'elle est là, il m'est difficile de continuer à ignorer la gamine. Elle nous accompagne à plusieurs ateliers. Comme moi, elle connaît bien les plantes, grimpe avec adresse et vise très honorablement. Elle touche la cible à tous les coups avec une fronde. Mais que vaut une fronde contre un garçon de 100 kilos armé d'une épée ? De retour à l'étage du district 12, Mitch et Effie nous bombardent de questions tout le long du petit déjeuner et du dîner. Qu'avons-nous fait ? Sous l'œil de qui ? Comment se sont débrouillées les autres tribus ? Sina et Portia n'étant pas là, il n'y a personne pour nous apporter un peu de bon sens dans ce repas. Non pas qu'Mitch et Effie continuent de se disputer, non. Au contraire, on dirait qu'ils ne forment plus qu'un seul esprit, bien résolu à nous modeler comme il convient. Ils ont toujours une foule d'indications sur ce que nous devons faire ou pas à l'entraînement. Pita endure les conseils avec plus de patience. Mais je deviens maussade, grognon. Le deuxième soir, alors que nous fuyons la salle à manger pour regagner enfin nos chambres, Pita marmonne. Il faudrait faire boire un peu Mitch. J'émets un son à mi-chemin entre le rire et le reniflement. Puis je me reprends. Je n'en peux plus de passer sans arrêt de la camaraderie à la froideur. Au moins, dans l'arène, je saurai ce qu'il en est. Arrête, ne faisons pas semblant quand nous sommes seuls. Comme tu veux, Katniss, dit-il avec lassitude. Après cela, nous ne nous adresserons plus la parole qu'en présence de tiers. Au 3e jour d'entraînement, on commence à nous rappeler Au 3e jour d'entraînement, on commence à nous appeler après le petit déjeuner pour les séances privées avec les juges. District après district, d'abord le garçon, ensuite la fille. Comme d'habitude, le district 12 passe en dernier. Nous passons un temps dans la salle à manger, faute de mieux. Ceux qu'on a déjà appelés ne reviennent plus. À mesure que la salle se vide, la pression des autres s'allège. Quand c'est le tour de Roux, il ne reste plus que nous deux. Nous demeurons assis en silence jusqu'à ce qu'on appelle Pita. Il se lève. Souviens-toi de ce qu'a dit Mitch. Impressionne-les au poids. Ces mots ont jailli tout seuls de ma bouche. Merci. Compte sur moi, dit-il. Et toi, vise juste. J'acquiesce. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, mais quitte à perdre, j'aimerais autant que ce soit Pita qui gagne. Ce serait mieux pour notre district, pour Prime et ma mère. Au bout d'une 15aine de minutes, on m'appelle. Je lisse mes cheveux, redresse les épaules et pénètre dans le gymnase. Je sens tout de suite que l'affaire est mal engagée. Les juges sont là depuis trop longtemps. Ils viennent d'assister à 23 démonstrations. La plupart ont bu trop de vin. Ils ne songent plus qu'à rentrer chez eux. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en tenir au plan. Je m'avance vers le stand de tir à l'arc. Oh, ces armes qu'ils ont. Voilà des jours que je rêve de poser mes mains dessus. Des arcs en bois, en plastique, en métal et autres composants que je serais bien en peine de nommer. Des flèches à l'empennage parfait, impeccablement taillées.
Je choisis un arc, je le tends et je jette un carquois plein sur mon épaule. Un espace de tir a été prévu, mais il est trop limité. Rien que des cibles rondes banales ou des silhouettes humaines. Je me place au centre du gymnase et je choisis ma première cible, le mannequin d'entraînement du lancer du couteau. En bandant l'arc, je sens quelque chose qui cloche. La corde est plus tendue que celle à laquelle je suis habituée. La flèche est aussi plus rigide. Je rate le mannequin de quelques centimètres et je perds le peu d'attention qu'on m'accordait jusque-là. J'éprouve une brève bouffée d'humiliation. Je reviens aux cibles rondes et je tire encore et encore jusqu'à avoir mon arme bien en main. De retour au centre du gymnase, je reprends ma position initiale et je transperce le mannequin en plein cœur. Puis je coupe la corde du sac de frappe qui s'éventre en s'écrasant par terre. Sans un temps mort, je roule sur une épaule, me relève sur un genou et tire une flèche dans l'un des projecteurs suspendus au plafond du gymnase. Une cascade d'étincelles en dégringole. C'est du grand art. Je me retourne vers les juges. Quelques-uns hochent la tête d'un air approbateur, mais la plupart sont focalisés sur le cochon rôti qu'on vient d'apporter sur la table du buffet. Soudain, je suis furieuse. Ma vie est en jeu et ils n'ont même pas la décence de m'accorder un regard. Ils préfèrent s'intéresser au cochon crevé. Mon pouls s'emballe, mes joues s'échauffent. Sur un coup de tête, je sors une flèche de mon carquois et la décoche vers la table des juges. Tout le monde s'écarte avec des cris d'effroi. La flèche arrache la pomme dans la gueule du cochon et la cloue au mur. On me dévisage avec incrédulité. « Merci pour votre attention, dis-je. Une légère courbette, puis je regagne la sortie sans attendre qu'on me le demande. » Fin du chapitre 7.